Coucou les poussins. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Chair de Poule. J'espère que vous avez passé de joyeuses Pâques et que vous avez mangé beaucoup de chocolat. Cette semaine, vous allez devoir deviner quelle est l'histoire que j'ai inventée. Et comme d'habitude, à chaque vidéo Chair de Poule, je fais gagner à l'un d'entre vous une carte cadeau Amazon d'une valeur de 10 €. Pour participer, c'est simple, il vous suffit d'être abonné à la chaîne, de mettre un commentaire sous cette vidéo et de voter au sondage tout en me laissant un commentaire en me précisant quelle est l'histoire que vous pensez que j'ai inventée. J'annoncerai la bonne réponse et le gagnant du concours dans la prochaine vidéo spoiler. Avant de plonger dans ce nouvel épisode Chair de Poule, pensez à appuyer sur le petit pouce vers le haut si vous appréciez mes histoires. Cela permet vraiment de montrer votre soutien et d'aider ma chaîne à grandir. J'espère que ces 3 nouvelles histoires vous plairont. Et c'est parti. Première histoire, Spring Death. C'est l'histoire de Lizzie, 27 ans, qui raconte un événement qui lui est arrivé il y a 10 ans, lors du Spring Break 2011, alors qu'elle avait 17 ans. C'était son premier Spring Break, mais aussi le dernier. Lizzie vivait à l'époque à Dallas, au Texas, et avait 3 amis proches du lycée, Lauren, Patrick, Dom, et le dernier de la bande, Barry. Barry était le seul à être déjà à la fac, et c'est d'ailleurs grâce à lui qu'il pouvait compter sur un Spring Break bien arrosé, car il venait d'avoir 21 ans, et il pouvait donc acheter de l'alcool librement. Ayant un budget limité, ils ont décidé de faire le Spring Break dans la petite ville de Kingston, à moins d'une centaine de kilomètres de Dallas. La petite ville se situe à proximité d'un immense lac, le lac Texoma, et est entouré de forêts. Ils ont donc loué 2 chambres pour 4 dans un petit hôtel, en se disant qu'ils passeraient une bonne partie des nuits dehors, à boire, se baigner, danser et se raconter des histoires autour d'un feu. Malheureusement, dès la première nuit, le Spring Break de Lizzie a tourné au cauchemar. Le premier jour, alors arrivé à l'hôtel, Barry s'est occupé de faire les achats d'alcool, car c'était le seul à avoir 21 ans. Lizzie dit qu'il était environ 15 h quand ils se sont décidés à aller se poser dans la forêt. L'endroit qu'ils avaient trouvé était juste à côté du lac, à environ 30 minutes à pied de leur hôtel. Pour y accéder, ils ont dû passer par un petit sentier et marcher une quinzaine de minutes dans la forêt. Arrivés sur place, ils ont fait un feu, allumé la musique, puis ils ont commencé à boire, danser, se baigner dans une super ambiance festive. Lizzie peut d'ailleurs entendre plusieurs groupes de jeunes dans la forêt qui semblaient faire exactement la même chose qu'eux. Elle dit que l'effet de l'alcool, l'ambiance générale et le cadre idyllique faisaient qu'elle se sentait merveilleusement bien. Seulement voilà, alors que Lauren, Dom, Patrick et Barry avaient l'habitude de boire, ce n'était pas le cas de Lizzie. Et vers 23 h ce soir-là, elle a commencé à se sentir mal. Mal au point de vouloir retourner en ville pour se reposer à l'hôtel. Patrick, qui était à ce moment-là très éméché, lui a proposé de l'accompagner. Même s'il était près de minuit, on pouvait entendre des groupes de jeunes s'amuser tout autour d'eux. La forêt restait cependant complètement baignée dans le noir. Et Lizzie, qui s'apprêtait à partir, a eu à ce moment un mauvais pressentiment qui lui disait de rester ici à côté du feu. Elle précise aussi qu'elle avait l'impression d'être observée, mais a mis ça sur le dos de l'alcool et sur le fait qu'elle se sentait mal. Lizzie a dit au revoir à Dom et à Lauren qui étaient en train de s'endormir à la belle étoile autour du feu. Barry, lui, était allé chercher du bois. Lizzie n'a donc pas pu lui dire au revoir. Patrick et elle se sont donc engagés dans la forêt en direction de la ville. Elle dit qu'à ce moment-là, elle avait la tête qui tournait. Et Patrick n'arrêtait pas de lui faire des répliques de drague lourdes. Du genre « Ton père est un voleur. Il a volé toutes les étoiles du ciel pour les mettre dans tes yeux. » Et attends, j'en ai une autre. Ton père, il travaille pas chez Nintendo avec ton corps de DS. Lizzie lui a répondu. Ah, t'es trop drôle, Patrick. Après, Lizzie savait très bien qu'il rigolait et qu'il faisait ça pour détendre l'atmosphère. Après 15 minutes de marche, ils ont enfin retrouvé le sentier qu'ils avaient emprunté à l'aller et qui menait directement à la ville, quand soudainement derrière eux, ils ont vu surgir 2 hommes. Patrick a sursauté et leur a dit en blaguant. Et les gars, c'est pas très sympa d'arriver dans le dos des gens pour leur faire peur. Après ça, il y a eu un court silence, puis les 2 hommes ont éclaté de rire. Et Patrick a fait de même. Lizzie, elle, était mal à l'aise. Malgré son état, elle pouvait sentir que quelque chose clochait dans leur attitude. Et c'est à ce moment-là que les 3 rires se sont tus, remplacés par un silence et un énorme hurlement de douleur. Lizzie, qui était encore à moitié perdue dans ses pensées, a alors réalisé ce qui venait de se passer. Patrick, qui était devant elle, venait de se faire poignarder par l'un des 2 hommes. Et au même moment, le 2e homme arrivait déjà vers elle, lui aussi un couteau entre les mains. Lizzie était totalement paralysée par l'horreur de la situation et a basculé en arrière.
Elle s'est effondrée sur le sol et a violemment heurté sa tête sur les graviers. Elle ne comprenait pas ce qui était en train de lui arriver et pourquoi elle n'était pas capable d'émettre le moindre son. Elle avait l'impression d'être dans un cauchemar et c'était loin d'être fini. Elle pouvait toujours entendre les hurlements de douleur de Patrick, qui s'était lui aussi effondré, mais elle ne pouvait pas le voir. Tout ce qu'elle voyait, c'était le visage et la main de l'homme qui s'approchait de sa poitrine avec son couteau. Désespérée, elle a fermé les yeux en pensant mourir, quand soudainement, 2 bruits sourds se sont fait entendre, puis 2 autres accompagnés de gémissements. L'homme sur elle s'est alors effondré de tout son poids, plantant partiellement son couteau dans l'épaule de Lizzie. Lizzie ne ressentait aucune douleur et avait l'impression d'avoir quitté son corps. L'homme qui s'était effondré sur elle a alors glissé sur le côté et elle a vu le visage de Barry apparaître un pistolet à la main. Il venait de tirer sur les 2 hommes. Il a pris Lizzie par la main et l'a aidée à se relever. Surprise par sa présence, Lizzie a demandé à Barry. Mais comment ça se fait que t'es là? Barry lui a répondu. Ces 2 types-là, ils ont attaqué le campement pendant que je ramassais du bois. Quand je suis revenu, Lorraine et Dom s'étaient fait tabasser et racketter. Puis, ils m'ont dit qu'ils se sont dirigés dans votre direction. Alors j'ai pas hésité et je suis parti à leur trousse. En plus, j'avais peur qu'ils vous tombent dessus aussi. Barry a dit ensuite à Lizzie qu'il a contacté la police avant de partir à la recherche des 2 types et qu'ils étaient en chemin. Barry et Lizzie se sont ensuite précipités sur Patrick pour voir dans quel état il était. Il était vivant et n'avait pas l'air d'avoir perdu beaucoup de sang. Quelques minutes plus tard, la police est arrivée, suivie d'une ambulance qui emmenait Patrick et les 2 hommes à l'hôpital. Si Patrick a survécu à ses blessures, elles étaient néanmoins très graves et il a mis des mois à s'en remettre. En ce qui concerne les 2 hommes, l'un est décédé sur le coup, tandis que l'autre a pu être sauvé. Lizzie a appris ce soir-là qu'ils n'avaient pas été les seuls jeunes à avoir été attaqués par ces hommes. 2 autres groupes avaient été tabassés et rackettés. Le type qui a survécu a fini en prison, mais Lizzie raconte que cet événement lui a laissé des cicatrices à vie dans son esprit et qu'elle entend encore parfois les rires de ces 2 hommes dans sa tête. Deuxième histoire, sous surveillance. C'est l'histoire de Ruby qui dit que cet événement s'est passé en 2019. Elle vit au Canada, dans la ville de Kitchener en Ontario, et elle est conseillère dans une compagnie d'assurance. Ruby précise qu'elle a 29 ans et qu'elle vit seule dans un appartement au centre-ville. Elle dit qu'elle adore son boulot et qu'elle s'entend plutôt bien avec tous ses collègues. Cela fait quelques mois qu'elle est célibataire et tout le monde est au courant dans sa boîte. Un jour, alors qu'elle était en train de déjeuner à la cantine de l'entreprise, un de ses collègues, Curtis, lui a proposé d'aller dîner au restaurant. Ruby dit que Curtis était quelqu'un d'adorable et que c'était l'une des personnes avec laquelle elle s'entendait le mieux dans l'entreprise. Mais physiquement, ce n'était pas du tout son genre. Elle a malgré tout accepté son invitation, car elle se disait qu'elle pourrait peut-être passer outre le peu d'attirance physique qu'elle avait pour lui. Elle savait également que comme il ne travaillait pas dans la même branche, ça n'irait pas à l'encontre de la déontologie de l'entreprise. Curtis travaillait dans la division informatique de la boîte et s'occupait de la réparation des ordinateurs. D'ailleurs, il avait réparé celui de Ruby plusieurs semaines de ça. Un vendredi soir donc, Ruby et Curtis sont allés manger dans un restaurant italien. Ruby raconte qu'au début de la soirée, tout se passait très bien. Elle et Curtis avaient énormément de points communs et de passions communes. Il aimait le même genre de films qu'elle, comme les comédies romantiques, les thrillers, et le même genre de musique, comme le blues et le jazz. Et en plus de ça, ils partageaient les mêmes valeurs qu'elle. Au bout d'un moment, Ruby a trouvé ça bizarre que Curtis soit d'accord avec tout ce qu'elle lui disait. Qu'ils aient autant de choses en commun, pourquoi pas, mais qu'il ait les mêmes opinions qu'elle sur autant de sujets, alors qu'elle ne lui en avait jamais parlé avant, Ruby trouvait ça dérangeant. Peut-être qu'il faisait ça pour la séduire le mieux possible, mais si c'était le cas, ça voulait dire qu'il n'était pas lui-même avec elle, et cela ne plaisait pas du tout à Ruby. En rentrant chez elle, elle s'est dit qu'elle avait passé une soirée pas trop mal, mais que voilà, au final, Curtis en faisait beaucoup trop, et en plus, physiquement, elle n'était vraiment pas attirée par lui. La semaine suivante, Ruby a fait tout son possible pour éviter de croiser Curtis. Sauf qu'à la fin de la semaine, Curtis est venu directement la voir dans son bureau et lui a dit « Coucou, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Tu m'évites ou quoi ?» Ruby lui a répondu « Non, pas du tout, j'ai juste énormément de boulot en ce moment. Comme Jessica est en congé, ça me rajoute du travail, tu vois. » Je vois. Et dis-moi, tu serais disponible demain soir pour aller dîner une nouvelle fois ? Désolée, ce week-end, je peux vraiment pas. Lorsqu'il lui a demandé ça, Ruby se savait disponible, mais lui a menti. Oh, dommage. Bon, le week-end d'après alors. Je te tiendrai au courant, d'accord ? Ruby raconte que Curtis lui a jeté un regard froid, puis a quitté la pièce sans dire un mot.
Ruby s'en voulait d'être allée au restaurant avec lui, car elle se sentait maintenant mal à l'aise de pouvoir le croiser. Quelques jours plus tard, alors que Ruby était à son bureau, une de ses collègues, Eva, est venue la voir. Alors comme ça, j'ai une mauvaise haleine et j'en fous pas une? Sous le choc, Ruby lui a répondu. Mais de quoi tu parles? Ça fait comme si tu comprenais rien. C'est plus la peine de venir me parler. Ruby était abasourdie. D'abord par le comportement agressif d'Eva, mais aussi par ce qu'elle venait de lui dire. Ruby pensait véritablement qu'Eva avait mauvaise haleine et qu'elle était pénible au travail, car il fallait l'aider toujours pour tout dans ses tâches. Elle avait mentionné ça à sa meilleure amie il y a 2 jours au téléphone et lui avait dit mot pour mot ce qu'Eva lui avait rapporté. Ruby était très perturbée et elle se voyait mal demander à Eva qui lui avait répété ça, en sachant qu'elle avait vraiment prononcé ces mots. Elle s'est donc demandé si ce jour-là, elle n'avait pas parlé trop fort et que quelqu'un serait passé devant la porte de son bureau à ce moment-là, il l'aurait entendu. Mais en y réfléchissant, elle faisait toujours très attention de ne pas parler trop fort au téléphone. Plusieurs jours après, Ruby a reçu un appel d'un client. Bonjour, ici Monsieur Ferrano. Je vous appelle car j'ai été cambriolé hier soir et je m'apprête à déposer plainte au commissariat de police. Mon épouse et moi, nous avions oublié d'activer l'alarme et donc on n'a pas du tout entendu les cambrioleurs pénétrer chez nous. On aimerait en savoir plus sur les démarches à faire avec vous. Ruby lui a répondu. Monsieur Ferno, je vous arrête tout de suite. Lors de votre dépôt de plainte, ne dites surtout pas que vous avez oublié d'activer l'alarme. Notre cabinet d'assurance va très mal vous dédommager. Je sais à quel point un cambriolage peut être traumatisant. Donc si en plus vous êtes en tort, vous risquez de perdre beaucoup d'argent. Oh, merci infiniment de m'avoir conseillé. J'apprécie énormément. Bonne journée à vous. Ruby n'était pas censée donner ce genre de conseils aux clients. Mais elle n'en pouvait plus d'en voir certains perdre beaucoup d'argent à cause d'une simple erreur ou parce qu'ils n'avaient pas bien lu le contrat d'assurance. Le lendemain, alors qu'elle venait d'arriver au boulot, son patron l'a convoquée dans son bureau. J'ai appris très tôt ce matin que vous avez poussé un client, Monsieur Ferno, à mentir à la police concernant son cambriolage. Il a déclaré qu'il avait activé son alarme alors que ce n'était pas du tout le cas. Pire, c'est un de vos collègues qui vous a entendu conseiller à Monsieur Ferno de mentir. Vous avez failli faire perdre près de 5 000 $ à la compagnie. Et en plus de ça, vous avez mis Monsieur Ferno dans de beaux draps. Si cela venait à se reproduire, vous serez licencié. Ruby a présenté ses excuses et est sortie du bureau de son patron, désemparée. Qui avait bien pu le mettre au courant? Et surtout, comment? Cela faisait 2 fois dans la même semaine que quelqu'un semblait écouter ses conversations. Sauf qu'hier, c'était impossible qu'on puisse l'entendre dans son bureau. Elle était seule et parlait très doucement. Il y avait donc une personne dans la boîte qui l'espionnait. Mais de quelle façon? D'un coup, ça a fait tilt dans la tête de Ruby. Et si son ordinateur était sur écoute? Il y a 2 semaines de ça, Curtis était venu le réparer. Si ça se trouve, il aurait pu installer un logiciel espion sur son ordinateur, qui pourrait écouter ses moindres paroles dans la pièce. Et cela expliquerait pourquoi il en savait tant sur ses opinions et ses passions lors de leur dîner au restaurant. Pour en avoir le cœur net, un vendredi soir, Ruby a prétendu qu'elle avait beaucoup de travail à terminer pour rester sur place tard le soir et ramener son ordinateur chez elle. Elle a dû faire cette manigance car l'entreprise interdit de ramener son ordinateur portable à son domicile. Le lendemain, Ruby s'est rendue dans un magasin informatique et a demandé au vendeur si son ordinateur était sur écoute ou pas. Et à sa grande surprise, après quelques minutes seulement, il lui a dit « Oula, il y a bel et bien un logiciel espion sur votre ordinateur. Celui-ci permettait d'activer le micro et la webcam de votre ordinateur à distance à n'importe quel moment, et même d'enregistrer en continu. Je vais donc vous l'enlever, et puis faites attention à l'avenir. » Ruby n'en croyait pas ses yeux. Elle avait donc raison, et ça ne pouvait être que Curtis le responsable. Sauf qu'il était impossible de prouver ça comme ça. Surtout qu'en plus, il avait dévoilé des choses où elle était en tort au final. Elle ne savait pas quoi faire. Elle se voyait mal le confronter. Mais elle se voyait mal aussi faire comme si de rien n'était, en sachant de quoi il était capable, juste parce qu'elle n'était pas intéressée par lui au final. Après plusieurs jours de réflexion, Ruby raconte qu'elle a préféré démissionner pour être sûre de ne plus jamais avoir affaire à Curtis. Elle finit par conclure que depuis ce jour-là, elle refuse systématiquement de sortir avec un collègue à elle, et elle espère ne jamais recroiser une personne comme Curtis. 3e histoire, le clown joueur. C'est une certaine Caroline qui raconte que cette histoire a eu lieu il y a 4 ans, en mai 2017. Elle vit aux États-Unis dans l'état du Michigan et a 27 ans aujourd'hui. Elle était étudiante à l'époque et travaillait en tant que vendeuse à mi-temps. Elle vivait seule dans un petit appartement au rez-de-chaussée à proximité de son université. Caroline dit que tout a commencé un soir alors qu'elle venait d'aller au supermarché. Elle était en train de ranger ses courses quand soudain,
elle s'est sentie mal à l'aise. Elle décrit ce sentiment comme la sensation d'avoir quelqu'un qui vous fixe de manière inappropriée. Elle a levé la tête et a vu en face d'elle, à environ 100 mètres, un homme debout avec un masque de clown sur son visage. Il était complètement immobile. Caroline a également remarqué qu'il portait un énorme baluchon, qu'il était sale et que ses vêtements étaient déchirés. Perturbée par sa présence, Caroline s'est dépêchée de ranger et au moment de démarrer, elle a jeté un coup d'œil dans sa direction et l'homme avait disparu. 2 jours plus tard, alors qu'elle était en train de faire un jogging dans le parc à côté de chez elle, elle a aperçu à côté d'un arbre le même homme avec le masque de clown qui portait sur son épaule le même baluchon. Il était en train de fouiller dans une poubelle. Lorsque Caroline est passée devant lui, il a levé la tête vers sa direction. Caroline a alors pensé « Non mais ce type est vraiment flippant. C'est quoi son délire avec son masque de clown ?» Puis elle a continué sa course hors du parc. 3 jours après, alors qu'elle était dans sa voiture en direction de chez elle et qu'elle était arrêtée à un feu rouge, Caroline a tourné la tête et a vu sur sa droite le type au masque de clown assis à un abribus. Elle avait l'impression qu'il dormait car il avait la tête appuyée contre la vitre de l'abribus. Elle n'a donc pas pu s'empêcher de le fixer pendant plusieurs secondes. Sauf que d'un coup, il a levé la main et a fait coucou à Caroline. Caroline a sursauté, ne l'a plus regardé et a démarré en trombe dès que le feu est passé au vert. Caroline trouvait ça bizarre qu'elle le croise aussi souvent alors qu'elle ne l'avait jamais vu auparavant. Mais bon voilà, elle a essayé de ne plus y faire attention. Le lendemain, alors qu'elle s'apprêtait à se rendre à son travail, elle a remarqué qu'en haut d'un arbre, en face de là où était garée sa voiture, que quelque chose d'assez gros pendait. Intriguée, elle s'est un peu rapprochée et a réalisé que ça avait l'air d'être le baluchon du type au masque de clown. Un peu angoissée, Caroline a regardé autour d'elle pour vérifier si l'homme en question était dans les environs, mais il ne semblait pas être là. Elle a pensé « Oh mon Dieu, j'espère qu'il ne squatte pas ici la nuit ». Elle commençait à vraiment être inquiète. Même si l'homme n'avait jamais montré de signe d'agressivité, quelque chose de malsain dégageait de lui. Caroline ne savait pas si c'était dû au masque de clown qu'il portait constamment ou l'énergie étrange qui émanait de lui. Un jour, alors qu'elle déjeunait avec des camarades de classe au restaurant universitaire, Caroline leur a demandé « Vous avez déjà vu ce type bizarre au masque de clown qui traîne un peu partout dans le quartier ?» Caroline leur a ensuite fait part de son inquiétude et John, un de ses camarades, lui a dit « Oh, ne prends pas la tête, ça doit juste être un pauvre type qui essaye d'effrayer des gens ou d'attirer l'attention. » Caroline essayait de ne plus trop s'inquiéter, mais elle ne pouvait pas s'empêcher de penser que quelque chose clochait. En l'espace de quelques jours, elle en était venue à avoir peur de le croiser. Le samedi soir de cette longue et stressante semaine, Caroline s'est endormie devant un film et elle était réveillée par 3 petits coups contre sa fenêtre. Au début, elle pensait qu'elle était à moitié en train de rêver et que ce n'était pas réel. Mais alors qu'elle se réveillait, elle a distingué, horrifiée, une main contre la vitre. Cela signifiait que quelqu'un se cachait sous sa fenêtre et voulait le lui faire savoir. Comme elle s'était endormie devant son film, elle avait oublié de fermer ses stores. Et elle était maintenant trop pétrifiée pour s'approcher de sa fenêtre et les fermer. Quelques secondes après, la main a disparu pour laisser place à un bout de carton sur lequel il était écrit « Laisse-moi entrer, j'ai quelque chose à te donner. » Puis Caroline a vu apparaître un masque de clown. C'était donc le fameux type qu'elle n'arrêtait pas de croiser partout. Complètement paniquée, elle a pris son téléphone et s'est enfermée dans ses salles de bain. Elle a ensuite contacté la police qui est arrivée sur place 10 minutes plus tard environ. Caroline raconte que lorsque les policiers sont arrivés, l'homme au masque de clown n'était plus là. Après l'arrivée des policiers, Caroline a remarqué au bord de sa fenêtre un petit camion de pompiers. Elle trouvait ça vraiment étrange que l'homme ait laissé ça. Est-ce que c'était ça qu'il voulait lui donner ? Quelques heures plus tard, les policiers ont fini par retrouver le baluchon de l'homme au masque de clown, mais aucune trace de lui. Et Ruby a été surprise par ce que les policiers ont trouvé à l'intérieur du baluchon. Il y avait une vingtaine de jouets à l'intérieur. Des Lego, des Playmobil, des peluches, des voitures, bref, rien d'horrible. Ruby s'en voulait un peu d'avoir eu si peur face à cet homme au masque de clown, alors qu'au fond, il ne voulait sûrement pas lui faire du mal, et qu'il devait juste être troublé psychologiquement. Elle n'a plus jamais recroisé le chemin de l'homme au masque de clown, mais elle ne peut pas s'empêcher d'avoir une pensée pour lui régulièrement et de se demander qu'est-ce qui lui est arrivé. Voilà, j'ai terminé de vous raconter les 3 histoires. J'espère qu'elles vous ont plu. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires quelle est celle que vous avez préférée et de mettre un j'aime à la vidéo. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Vous pouvez retrouver un lien vers le sondage sous cette vidéo ou dans les commentaires. Si le sondage est terminé, vous pouvez accéder à la vidéo spoiler en cliquant ici sur ce lien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et d'activer la petite cloche
de notification pour ne pas rater mes vidéos. N'hésitez pas également à me suivre sur mon compte Instagram, LilyChobit, je poste régulièrement des stories et des photos. La citation du jour est « Si la peur des conséquences éloigne parfois du mal, elle éloigne beaucoup plus souvent du bien. » Au revoir les poussins.